Bonjour, je m'appelle Simon Labaille, je suis assistant de recherche à l'Université libre de Bruxelles et j'ai soutenu une thèse consacrée aux valeurs de l'Union européenne que j'ai écrite sous la direction des professeurs Rostan Mehdi à Aix-Marseille Université et Olivier Delas à l'Université Laval à Québec. Alors, dans l'Union européenne, je pense que un élément essentiel que j'ai essayé de faire ressortir à travers ma réflexion, c'était le fait que les valeurs s'inscrivaient au cœur du processus d'intégration dès ses origines. Autrement dit, elles ont clairement nourri la réflexion des pères fondateurs, et c'est un aspect de l'intégration européenne qui est assez souvent négligé, je trouve, mais aussi bien dans la déclaration du 9 mai 50 que dans les traités fondateurs, on trouve des éléments qui sont clairement de nature axiologique. Mais il est vrai que ces éléments sont demeurés longtemps sous-jacents. Et à partir de là, il y a eu tout un travail de clarification, de précision et de juridicisation des valeurs qui fondent l'Union, qu'on a vu peu à peu apparaître dans le droit primaire par l'intermédiaire de textes que j'ai appelés textes périphériques dans mon travail. C'était notamment la déclaration solennelle sur l'Union, la déclaration sur l'identité de 73, etc. Il y en avait 5 ou 6, et qui ont permis peu à peu d'intégrer la question des valeurs dans la sémantique communautaire pour finalement en faire une question centrale, consacrée en tant que fondement de l'Union européenne par le traité de Lisbonne dans l'article 2 TUE, et de reconnaître leur importance en lui accordant une dimension constitutionnelle. Mais avant d'en arriver là, il y a eu tout un travail et tout un processus d'intégration des valeurs au droit de l'Union pour, je pense, clarifier et préciser le sens politique du projet que les valeurs étaient censées supporter. Je pense que au-delà de la traduction d'une volonté politique, je crois que le professeur Vlad Constantinescu parle d'une dimension civilisationnelle dans l'intégration européenne, et je partage tout à fait cet avis. C'est l'idée de dire que l'Union européenne, finalement, va bien au-delà des simples aspects économiques auxquels on la renvoie en caricaturant un peu assez souvent. Il y a vraiment une dimension civilisationnelle et politique derrière ça. Mais, et donc là, évidemment, le lien entre cette volonté politique et la question des valeurs semble assez évident. Mais au-delà de ça, et ça c'était moins attendu, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup moins envisagé, beaucoup moins cerné quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, je pense aujourd'hui que les valeurs sont véritablement, et c'est d'ailleurs assez réjouissant pour la cohérence de l'ensemble, au regard de la nature politique du projet, je pense aujourd'hui que les valeurs sont la clé de voûte de l'organisation de l'ensemble de l'Union et de la pluralité qui est consubstantielle à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne ne peut se traduire qu'à travers cette pluralité, et la maîtrise de l'originalité et de la complexité du système communautaire n'a été rendue possible, selon moi, que par le recours à des valeurs communes. C'est dans la volonté d'organisation de la pluralité qui s'est ordonnée autour des valeurs que naît ce que j'ai appelé, je crois, une sorte de pluralisme communautaire. C'est une façon de dépasser un peu la question éternelle de la nature juridique de l'Union européenne. Mais il y a un pluralisme qui est tout à fait spécifique, qui répond à des canons particuliers dans l'Union européenne et qui se traduit concrètement par un certain nombre de constats qui, chacun, renvoient aux valeurs, je pense. Alors, le premier de ces constats, c'est tout bêtement l'acceptation non seulement de l'autorité du droit de l'Union, mais aussi d'une collaboration qui a été décisive dans la réussite de l'entreprise communautaire par les juridictions nationales, et qui a été très largement permise par la reconnaissance du fait qu'il y avait des valeurs communes aux différents États membres, et au niveau supérieur, des valeurs qui étaient portées, incarnées par le projet européen. C'est, je pense, toute la jurisprudence célèbre, Solange, plus récemment, les conclusions dans l'affaire Conseil national des barreaux, les conclusions de Mathias Guillaumard, les conclusions dans l'affaire Arcelor par l'avocat général Maduro,
Voilà, tous ces éléments qui ont nourri la réflexion, les idées de pluralisme constitutionnel, etc., qui ne peuvent se comprendre que si l'on estime que la collaboration entre les différentes entités qui composent le système global est permise par le partage des valeurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est le corollaire du premier constat que je viens d'établir, c'est que dans les limites du cadre axiologique qui est fixé par les traités, l'Union doit absolument respecter l'identité des États membres. Et ce respect de l'identité des États membres, il procède aussi de la question des valeurs. Ce sont les arrêts, par exemple, Wittgenstein, Omega, etc. Il y a une espèce de curseur qu'il faut arriver à placer entre ce qui relève de l'identité commune, et qui sont des éléments auxquels on ne peut pas déroger, et ce qui relève d'une forme de marge de manœuvre qui est laissée aux États membres, et qui doit leur permettre de conserver une identité, c'est absolument essentiel, de conserver une identité nationale et constitutionnelle, sans laquelle, à mon avis, le projet d'intégration est voué à l'échec. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, qui est sans doute encore plus concret, c'est le fait que pour faire fonctionner le système juridique de l'Union européenne, on a eu recours à des principes de fonctionnement décisifs qui sont directement issus des valeurs de l'Union. Ces principes, ce sont par exemple la confiance mutuelle, la coopération loyale, la confiance mutuelle, ou encore, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, tout simplement la consécration d'un droit de retrait qui peut aussi s'analyser à travers les valeurs de l'Union. J'ai évoqué tout à l'heure la dimension interne de la gestion du pluralisme avec l'idée de collaboration entre les juridictions, de préservation de la cohérence de l'ensemble de l'ordre juridique, de recours à des principes fonctionnels qui sont directement issus des valeurs de l'Union. Et c'est vrai qu'il y a aussi un aspect externe à cette gestion du pluralisme. L'Union évolue nécessairement dans un contexte international qui est caractérisé par la pluralité d'acteurs qu'il met en œuvre. Et elle a cherché à organiser les relations qu'elle entretient avec tous ces acteurs, et notamment avec, évidemment, le Conseil de l'Europe, autour de ces valeurs. Et c'est très net quand on lit l'avis de 13. Elle revendique une forme de droit à l'autonomie, mais une autonomie qui est d'ordre existentiel quand on lit l'avis de 13, par le fait qu'elle cherche à protéger et à affirmer un certain nombre de valeurs qui sont le reflet et qui fondent sa spécificité. Au-delà de ça, dans le rapport qu'elle entretient avec l'ordre juridique international, et là c'est évidemment l'arrêt Cady, là encore elle revendique une spécificité qui justifie son autonomie fondée sur le respect des valeurs et des droits fondamentaux. Oui, alors la question de l'identité européenne, là aussi c'est évidemment une question éternelle. C'est une question évidemment complexe, il y a eu des thèses qui ont été écrites là-dessus, et c'est un aspect important de la réflexion sur les valeurs. Le premier élément, et qui contribue à expliquer la place décisive des valeurs dans l'Union, c'est le fait que, puisque le projet d'intégration européenne est un projet de nature politique, il se devait de reposer sur une identité et d'exprimer une identité. Et cette identité, dans le cadre tout à fait original et spécifique de l'Union, elle ne pouvait procéder que d'un construit. Ce n'était pas un donné. Il y avait un aspect volontariste qui était incontournable dans le façonnement de l'identité commune aux États membres et qui ne pouvait procéder que de la revendication, de la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs communes. Autrement dit, puisqu'on ne pouvait pas structurer une identité sur une volonté et une conscience commune séculaire comme ce que l'on pourrait imaginer dans un État-nation au sens classique, il a fallu recourir à d'autres éléments, et l'élément essentiel auquel on a eu recours, ce sont les valeurs de l'Union. Ces valeurs qui, certes, procèdent d'une histoire et d'éléments culturels partagés et communs, mais qui sont surtout le fruit d'une volonté
et de la définition d'objectifs communs. À travers cette idée d'identité commune, il a fallu évidemment, dans un premier temps, protéger cette identité. Et là, il y a une corrélation très nette et qui a été très très intéressante à étudier dans le cadre de mon travail, entre, d'une part, la clarification de l'identité et des valeurs de l'Union européenne, par les textes eux-mêmes, et évidemment les différents élargissements successifs qui ont caractérisé le processus d'intégration européenne tout au long de son histoire. Autrement dit, à mesure que l'on ouvrait les portes de l'Union européenne, on ressentait le besoin de réaffirmer et de clarifier le socle sur lequel reposait cette union. Et cela pour des raisons historiques, à mon avis, très simples. C'était le fait que tous les États qui ont rejoint l'Union n'avaient pas forcément une culture démocratique aussi ancienne que les États membres de l'Union à ses premières heures. Et on peut évidemment penser à l'éclatement du bloc soviétique, mais on pense peut-être moins au fait que dans les premiers élargissements, en fait, pas dans la première vague, mais très vite après, il y a eu l'intégration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal aux communautés européennes, et que ces trois États membres sortaient de dictatures très dures, et que donc, au moment où on a décidé de faciliter la transition démocratique, on a aussi essayé de fixer un cadre et de clarifier le cadre de valeurs auxquelles on ne pouvait pas déroger si l'on décidait de rejoindre le projet d'intégration. Alors, le deuxième aspect, c'est les valeurs comme outil de projection, et je pense que les valeurs sont l'instrument de l'affirmation internationale de l'Union européenne. Elles sont d'ailleurs censées conditionner son action au regard des objectifs qui sont fixés par les articles 3 et 21 TUE, et qui placent expressément les valeurs au premier plan et en tant qu'élément décisif de l'action de l'Union à l'échelle internationale. Il me semble que, non seulement pour répondre à un impératif de cohérence, mais aussi pour essayer de trouver sa place sur la scène internationale, l'Union doit nécessairement non seulement respecter, mais aussi promouvoir ses valeurs dans son action internationale, ce qu'elle fait de manière relativement inconstante, malheureusement, avec un volet qui est très positif et qui semble assez évident, c'est l'aide au développement, c'est l'aide humanitaire, etc. Et un autre beaucoup plus négatif, qui est lié à la faiblesse globale de l'Union sur la scène internationale, à la difficulté qu'ont ses États membres à se mettre d'accord sur les éléments essentiels de sa politique extérieure, et aussi à une forme de cynisme qui caractérise jusqu'à aujourd'hui malheureusement sa gestion de la crise des réfugiés, avec comme exemple tout à fait évident et le plus caractéristique, l'accord qui a été passé avec la Turquie en mars 2016.